forcément les processus ils sont théoriques. On parlait de bâtir digital, c'est super, ils définissent les use cases. Mais pour chaque use case qui est sorti, moi je te mets 100 variantes de use case parce qu'il suffit qu'il y ait une petite variable, tu vois, qui change tout le processus. Tu vois, pas le même outil, pas le même. Et puis non, on peut pas mettre, on peut pas héberger de la donnée là. Attends, mais c'est pas du tout le problème. Oui, sauf que l'outil que tu me proposes, il héberge ces données en Finlande. Oui, mais la Finlande, oui, ben non. Bon, pourtant c'est l'outil qu'il te faut. Cet épisode est la deuxième partie de la conversation avec Marc-Henri de Edessin. Si tu n'as pas encore écouté la première partie, tu feras mieux d'aller l'écouter avant. Et si tu souhaites le contacter, les liens seront dans la description du podcast. Bonne écoute. Ok, on va commencer le thème 2. Donc, ce thème, ce sera plutôt la vision du passé, actuel et futur. On va parler du secteur de la construction et son passé, et son évolution, parce que moi aussi, avec un regard critique. Comment se portait le secteur de la construction à tes débuts? Plutôt bien. Il y avait la phrase qui disait si la construction va, tout va. Ouais. Je sais pas si ça se dit encore, je pense moins. Ça allait très très bien. Si tu veux, on avait plein de défauts qu'on voyait pas, qui sont un peu révélés maintenant par le BIM, tu vois, dans des processus qui disent mais c'était pas super cohérent. J'ai vraiment l'impression qu'on se posait pas la question. En fait, on faisait comme ça. On est dans la construction. Quand tu parles avec les professionnels, voilà, Saint-Milan, Milan, les cathédrales, machin. Et donc même, je dis franchement, même quand AutoCAD est arrivé, que on a quand même senti les plus jeunes que le métier allait changer. Hein. Moi, j'avais appris avec le rotring qui se bouchait. Juste une anecdote, quand on faisait des percements, l'ingénieur civil, il prenait son film, il mettait 3 croix sur les axes, machin, il mettait son cartouche, et puis après il mettait chauffage, ventile, sanitaire, il roulait ça, l'héliographe amenait ça chez l'ingénieur chauffage, il mettait ses percements, il les cotait, il faisait une petite croix dans le cartouche, il envoyait ça à la ventile, et la ventile faisait pareil. On fait pas bien différent aujourd'hui. C'est les outils et les processus ont un peu changé, mais la méthode de construction est à peu près la même. Je pense que ça va radicalement changer. C'est pour ça que je pense qu'on est qu'au début. Mais à l'époque, je pense que ça marchait bien. Il y avait peu d'acteurs, ils étaient plutôt locaux. Il y avait moins ce phénomène entreprise générale qui ont quand même pris une bonne part du marché. Donc, je pense qu'ils gagnaient plutôt bien leur vie. Voilà, ça chiffrait haut, on rajoute une chaudière, on verra si on la met ou pas. Aujourd'hui, c'est mort, quoi, tu vois. Et puis, il y avait aussi un côté où on faisait les choses, le phasage avait un sens. On passait pas en phase 4 si vraiment on n'avait pas fini la phase 3. Alors qu'aujourd'hui, tu peux te retrouver dans 3 phases différentes sur le même bâtiment, entre le sous-sol, le rez. Et donc, je pense que le temps s'est compressé. On a moins de temps, il y a moins de marge. Donc, si tu veux, ça va pas forcément dans le sens de ce que pourrait attendre aujourd'hui un acteur. Dit je dois investir dans le BIM. Si en plus je dois faire tout plus vite, j'ai moins de marge, ça devient compliqué d'investir dans la transition. Mais à l'époque, voilà, il y a plein de problèmes qui se révèlent aujourd'hui. Ouais. Elle est pas du tout efficiente comme l'industrie de la construction n'est pas du tout efficiente. C'est une des moins efficientes. Et donc cette révolution-là, elle va amener de la transparence, ce qu'il y avait beaucoup moins à l'époque. C'est beaucoup plus opaque, qui achetait les trucs, comment ça se, donc ça se montait et tout machin. Là, on est aussi beaucoup moins d'administratifs. On est devenu des administratifs. Tu peux parler aux architectes qui ont 30 ans de carrière. Certains font plus que ça, ou la moitié ou 3/4 de leur temps, c'est devenu se couvrir, se protéger. L'impression qu'à l'époque, si quelqu'un s'engageait en séance ou que c'était noté, ça avait une vraie valeur, il s'engageait réellement. Et pas besoin de lui faire signer avec son sang un pacte qui dit que si toi. Et donc, si tu veux, c'est un peu paradoxal parce qu'à l'époque, il y avait peut-être plus de moyens, c'était plus détendu, on aurait pu faire quelque chose, mais le digital est arrivé 20 ans après dans un contexte beaucoup plus serré, beaucoup plus compétitif, international et voilà. Donc voilà, l'époque c'était bien. C'était bien. Ouais, je préfère celle qu'on vit parce qu'elle est beaucoup plus entraînante pour nous, pour la techno. Voilà, c'est super. Mais à l'époque, ça ronronnait, quoi. Ouais, très, très clairement. Mais c'était quand même sympa. C'était sympa. Ça chauffait en séance et après ça finissait au bistrot, tu vois. Il y avait une sorte de côté un peu. Nous, Genevois, quand on vient sur le canton de Vaud, on trouve encore ça.
ce côté sympa. Mais c'est pas du tout. Je l'apprécie énormément, hein, franchement, parce qu'il y a un décalage réel entre Genève et Vaud. Où je trouve qu'on est vraiment à la cocotte minute. Ouais, tu trouves que c'est plus tendu à Genève? Ouais, on travaille pour la commune de Renan. Voilà, ils prennent le temps, ils analysent. Non, je veux dire, il y a encore un côté vraiment, on prend le temps de faire les choses et du coup les décisions on vient pas en arrière 50 fois, on va dans un sens, on a mis le temps et maintenant on y va. Est-ce que Genève c'est différent? Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une différence de mentalité, de plus d'enjeux, je sais pas, je suis pas un expert non plus, tu vois, de l'économie de la construction. Mais c'est ce qu'on ressent nous sur les projets, c'est que Genève est vraiment plus tendue. Et avant on était tous vaudois. Et puis, quelles étaient, si tu veux me donner juste, quelles étaient les difficultés et puis les parties sympas justement de l'époque, enfin du début, enfin tes débuts dans la construction? La difficulté, c'était en fait, la communication qui semble assez aisée aujourd'hui. De nouveau, c'est par le prisme d'aujourd'hui qu'on voit qu'on avait des difficultés, mais on n'en souffrait pas. Et ta question, pardon, la deuxième partie. Ouais, les choses sympas de nouveau, les rapports humains. Ouais. Beaucoup moins francs, beaucoup moins administratifs et beaucoup plus francs. Ouais. Et ça, c'était sympa. Et, à l'époque, il y avait de l'alcool sur les chantiers. Les gens fumaient partout. Je dis pas que c'est bien. Hein. Ah ouais, c'est bien qu'il y ait plus. C'était vraiment une autre époque. On avait vraiment cette un peu plus cool, quoi. Donc ça apparaissait comme sympa. Mais bon, pas mal d'accidents sur les chantiers, pas mal de Donc je dis pas que c'était mieux avant. C'est pas ce que je veux dire. C'est que il y avait une sorte de nonchalance qu'aujourd'hui on retrouve plus dans les. Peut-être insouciance. Insouciance, ouais. Un peu, voilà. Avec ton expérience actuelle maintenant, tu donnerais quoi comme conseil à ton toi du passé? Fais du yoga. Ouais. Mange moins. Fais du yoga. Fais du sport. Et tu cuisines, t'es bien cuisiné, donc du coup. Ouais, c'est ça le problème. Je lui dirais, comme je me répète un peu, je suis désolé, mais choisis tes combats. Voilà, c'est le conseil que j'aurais pu. T'énerve pas et choisis tes combats. Prends du recul. T'es jeune, t'as l'énergie, t'es passionné, t'es sûr que t'as raison. Tu vois, c'est un peu les défauts de jeunesse. Je dirais, voilà. N'imagine pas que tout ce que t'acquiers est acquis pour toujours. Remets tout. Fais banco tous les jours. Continue à avancer. Parce que peut-être, certaines fois, j'ai cru qu'on était arrivé quelque part. Et en fait, non, là, plus j'avance et plus je vois la ligne d'arrivée s'éloigner. C'est paradoxal. Assez quantique, en fait, comme vision. Tu vois, c'est... Ok. Et donc, mais c'est bien, parce que je vais pas m'ennuyer jusqu'à ma retraite. Je pense qu'il y a plein de choses à faire encore. Ouais. À cette même époque, du passé, quelles étaient les prévisions pour aujourd'hui? Comment les gens voyaient évoluer la branche? Un peu style, c'est quand tu prends l'exemple du film Retour vers le futur. Toi, ils avaient une vision du passé, des visions du futur du passé. Tu vois, je veux dire. Tout à fait. Au passé, on pensait que les voitures volaient et tout ça. Le rétrofuturisme, voilà. Ouais, c'est ça. Alors, je pense que les gens à l'époque ne voyaient pas forcément d'évolution dans le métier. AutoCAD était la seule petite bulle digitale. Enfin, on parlait pas vraiment de digitalisation, quoi que ce soit. Je suis assez certain que tout le monde pensait que rien n'allait changer. Et je pense qu'aujourd'hui encore, on en a le reliquat dans les conversations qu'on a avec certaines personnes. Pas forcément les plus anciens. Mais c'est resté dans la culture de la construction que on sait tout. Voilà. Ça marche. Ouais, ça marche, on construit, quoi, ça marche. Ça marche, ouais, bon. Ça fait des centaines d'années qu'on construit des bâtiments, on n'a rien besoin de changer, ouais. Je rentre, j'appuie, ça s'allume, tac, ça s'allume pas, voilà. Et donc, par définition, je peux comprendre ce positionnement parce que c'est vrai. Simplement, l'amélioration est venue, tu sais, la vision lean du monde, c'est de dire que tout peut toujours être amélioré, on peut toujours mieux faire. C'est assez récent, la remise en question. Là, je pense plutôt qu'on part d'une époque où on avait des grands Manitou qui savaient à peu près tout, voilà, tout venait des milieux académiques, alors que maintenant, le monde du réel a autant d'expertise que les milieux académiques. Donc, voilà, il y a un peu... à l'époque, si tu n'avais pas un diplôme d'ingénieur, bah, tout ce que tu disais n'avait pas de valeur, tu vois. Et ce qui est beaucoup moins vrai aujourd'hui. L'expérience est plus valorisée, me semble-t-il, aujourd'hui
qu'à une certaine époque. En tout cas, dans nos métiers de la construction. C'est pas étonnant de voir quelqu'un qui avait un cursus complètement fou. Nous, on a quelqu'un qui vient de l'AI. Son parcours, enfin, c'est horrible de dire ça. Sa chance, ça a été l'AI. Parce que maintenant, il est en train de changer de métier, il est en train de basculer parce qu'il peut plus aller sur le terrain. C'est un malheur, mais ça, c'est quelque chose d'un malheur. Peut arriver aussi des choses hyper positives, surtout quand t'as pas choisi, tu vois. Et des fois, de lutter contre ce qui t'est arrivé est plus énergivore que de réagir positivement et de faire avec, de surfer la vague. Et donc, à l'époque, bah voilà, c'était l'establishment de la construction. Il y avait c'était organisé. Puis on a très vite vu dans les années, je dirais 90 comme ça, pour Genève, des acteurs français qui ont commencé à racheter des sociétés, eux qui venaient d'un marché beaucoup plus compétitif. Ils ont amené une forme de pression, une baisse des prix. Et voilà. Et là, on s'est un petit peu réveillé. Puis arrivé le BIM, et là, on est en train de se rendre compte que voilà, il faut faire de la veille technologique, il faut avancer. Tu peux nous dire s'il y a des différences entre de tes souvenirs du passé et ce qui est réellement aujourd'hui, ce qui est fait, ce qu'il y avait des différences entre la vision que les gens croyaient du futur, si vous voyez du futur, est-ce qu'il y a un delta entre la vision du futur du passé dans le rétro-futur et ce qui est fait réellement aujourd'hui? Ouais, complètement. L'objectif final, comme tu disais avant, c'était AutoCAD, c'était le must de ce qui était possible. Il y avait AutoCAD et Minority Report. Ouais. Tu vois, en fait, c'était un peu les deux trucs. Voilà, AutoCAD, oui, bon, ça va pas révolutionner. Quelque part, ça tue la créativité, le coup de crayon. Gérard, quand il faisait un plan à la main, son écriture était fantastique. Oui, mais il en faisait un par semaine. Maintenant, on en veut un par jour, un par heure, bientôt, tu vois. Donc, c'est l'industrialisation de nos métiers qui a changé quelque chose. Mais ouais, à part voir ces films où entre nous on se disait oui, mais le gars passe pas dans la gaine de ventile, c'est pas possible, tu vois. Le bâtiment en 3D on était sur de la 3D. Et je pense que le Marco d'il y a 25 ans t'aurait dit l'avenir c'est la 3D. On réfléchissait pas en base de données, tu comprends, alors que ça existait déjà, que plein de métiers avaient déjà, que l'aéronautique avait déjà entamé sa transition, tous les autres métiers, tu vois. Et nous, on était un peu sur nos acquis millénaires, séculaires en tout cas, en disant bah voilà, c'est comme ça et voilà. Donc oui, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'était pourquoi le changement, pourquoi faire mieux si ça marche, quoi. Mais c'était un peu disons quelque chose de fantasmé, tu vois, pas quelque chose. Alors, il y a quand même eu l'essor de la domotique dans les années 90, où on s'est dit le bâtiment intelligent, smart building, maintenant c'est devenu carrément autre chose. Mais ouais, c'est génial, le bonhomme il arrive à sa place de parc, hop, ça envoie, ça chauffe le bureau. Et puis c'est un peu le mythe qui était là, comme ça, ouais. Le bâtiment digital c'était ça. Maintenant c'est beaucoup plus. On réfléchit à, tu fais ta commande de repas, t'as un petit robot qui va venir t'amener ton repas à l'heure désirée. Ça va beaucoup plus loin parce que l'humain est aussi au cœur des préoccupations, ce qui était beaucoup moins vrai avant. Le confort, le machin, tu vois, on fumait partout, comme je disais avant. Ouais. Donc maintenant, l'humain est devenu quelque chose de plus central aussi. Comment les gens vivent l'emploi, comment les gens vivent la ville, comment ils se déplacent dans le bâtiment, le confort. Et oui, ça a radicalement changé, mais je pense qu'on avait quelque chose à l'image en tête. C'était fantasme, Minority Report, un peu science-fiction. On avait, à mon sens, pas idée de ce vers quoi on allait. Et puis, justement, si on prend maintenant, quelle est un peu comment tu vois la branche à l'heure actuelle? On a dit avant qu'elle commence à être mature. C'est un peu quoi ta vision de comment elle est à l'heure actuelle? Alors, tout à fait sincèrement, je pensais que ça irait beaucoup plus vite que ça. Je le souhaitais pas. C'était même une crainte. Et sur certaines thématiques, j'aimerais que ça aille plus vite. Mais c'est pas si mal, quoi. Tu vois, je me dis, est-ce que la Suisse, cette lenteur un peu qui nous caractérise, est pas quand même bénéfique sur certains points? Ça nous donne le temps de voir les choses. Moi, si je peux lancer un cri d'alarme, c'est vraiment, je suis très inquiet sur la formation. S'il y a une bonne pratique, des bonnes pratiques qui se mettent en place, on a des institutions, des gouvernements aussi qui se mobilisent, le digital est au centre des thématiques, ok.
les milieux académiques, et je dirais même, ils sont mieux servis que là d'où je viens, c'est l'apprentissage. Et je pense qu'on est en train, sans s'en apercevoir, de créer une rupture de ressources humaines. On va avoir quand est-ce que le CFC ce sera modeleur en installation sanitaire? Pour moi, c'est la sémantique même du métier qui change. Il intègre des données, un modèle de données structuré, et il le gère tout au long d'un processus de construction. C'est plus, il fait des plans. Et je vois autour de nous en Europe, partout dans le monde, ça bouge. Et j'ai l'impression même que plus les pays sont émergents et plus ça bouge vite, parce qu'ils prennent des raccourcis en fait. Et nous, on est encore en train de se dire, oui, alors est-ce que, je sais que toi t'as fait le casse, super, mais bon, et maintenant? Je veux dire, c'est génial que ça existe, mais on devrait avoir le choix entre 5 cases différents, entre un master. Et si tu veux, j'ai un peu de crainte par rapport au futur des ressources humaines en Suisse. On a eu d'autres secteurs qui ont explosé, comme la pharma. On est allé chercher des profils ailleurs. On peut faire pareil, mais ça veut dire qu'on admet qu'on loupe le coche de la formation et qu'on n'a pas une vision, on a une vision purement économique, mais pas sociétale de ce que le digital amène au sens large dans la société. C'est-à-dire comment on accompagne ma fille qui vient d'avoir son bachelor en architecture, elle a eu 1h30 de BIM en 6-7 ans d'études. Alors moi ça me choque parce que je suis là, mais elle aussi. Ça la choque parce qu'elle sait qu'elle arrive sur le marché avec une vision de son métier qui est primordiale. Je mets pas du tout en cause la formation, mais quand on sait même que à l'EPFL de prendre le BIM c'est optionnel, on se dit on a un vrai décalage. Enfin, on peut se le dire. On a dit qu'on se disait les choses. Je le dis, je critique personne. Je dis pas, voilà, j'ai des craintes sur le fait que la Suisse puisse suivre le mouvement et créer des filières professionnels liés à la digitalisation des métiers du bâtiment. Ce qui est bizarre parce que il y a quand même pas mal d'écoles qui prônent justement de secteurs d'écoles qui sont très très numérisés. Le PFL, ils ont un secteur informatique, ils sont bien développés, mais pourquoi la construction n'arrive pas à se numériser? C'est les silos, enfin je veux dire. Et puis après, il y a quand même, comme tu disais avant, peut-être dans certains pays émergents, comme tu dis, ils prennent des raccourcis. Nous, on a un certain formalisme. Maintenant, on a ces CFC qui sont super. Je veux dire, je suis issu de la filière CFC. J'ai trouvé ça génial parce que voilà, il y a le terrain, il y a plein de choses qui font que quand on arrive à la fin des 4 ans, on sait ce que c'est de travailler. Mais par contre, il y a cette ordonnance sur les CFC qui dit que il y a un cursus qui est donné pour un diplôme donné, et puis finalement l'école a même pas la capacité de déroger réellement au cursus qui était prévu il y a peut-être 10 ans en arrière. Et puis là, on avait vu à la conférence BIM de Bâtir Digital Suisse il y a 2-3 ans, je sais plus, il y a une personne qui avait présenté que la nouvelle ordonnance pour les dessinateurs, je sais plus si c'était bâtiment ou génie civil, elle serait proposée l'année prochaine, 2024 je crois, ou cette année, mais en fait que les cours commenceront en 2024. Donc ça veut dire que les premiers dessinateurs, selon la nouvelle ordonnance qui devrait intégrer du BIM, ils finissent en 2029. C'est bien. C'est bien que Génial. ça arrive, mais c'est tard par rapport à la maturité, on va dire, qu'on espère avoir dans la branche. Quid du bonhomme qui a 40 ans, qui a appris, qui doit faire encore 25 ans de son métier, et il est en train de changer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la formation des nouveaux arrivants sur le marché, mais il y a l'accompagnement et c'est pas rien le secteur de la construction dans le bâtiment. Je pense qu'il va y avoir, de toute manière, avec l'émergence de la robotique, des intelligences artificielles, on va avoir perdre certains métiers qui ont peu de valeur ajoutée, tant mieux, si c'est un robot qui peut monter les sacs de ciment, on va pas s'en plaindre, et que on va aller chercher peut-être que le modeleur de demain ce sera un ingénieur et plus un dessinateur. Mais on fait quoi des dessinateurs, cette population-là dont je suis issu, tu vois, j'ai des craintes sur alors on peut pas transformer l'apprentissage, ok, mais prévoyons quelque chose en parallèle.
t'as diverses, l'école 42, enfin des choses comme ça. Pourquoi pas le faire pour le bâtiment, tu vois? Moi, je serais enchanté si un mécène qui veut sponsoriser une école de venir amener du savoir, que tous les professionnels amènent ce savoir, parce qu'il vient du terrain. Milieux académiques peuvent s'en inspirer pour structurer ce que sera l'éducation dans les années à venir. En revanche, très concrètement, vous le savez comme moi, on répond déjà à des appels d'offres BIM. Il y a déjà des gens qui loupent des mandats parce qu'ils sont pas assez BIM, et donc des collègues, des employés qui ne font pas leur transition vers le digital. Et ça m'inquiète moi, j'ai vu des souffrances. On a formé des gens qui sont partis en burn-out parce on leur a juste ouvert les yeux sur le fait qu'ils n'y arriveront pas, quoi. Et on fait quoi? On peut pas juste se dire, ok, tabula rasa, on recommence. Non. On a un cadre légal et normatif très très complexe, très structuré, mais ça a aussi fait notre réussite. Tu vois, Suisse Topo, comment ils ont organisé la donnée, c'est pertinent. Ils ont leur format, voilà, les cantons contribuent, et cette organisation, je la vois pas poindre d'un point de vue BIM. Tu vois, cet alignement, en tout cas, les régions linguistiques pourraient s'aligner pour dispenser avoir une école à un endroit qui fait un complément, un an consacré à tout le processus, quoi. Mais comme tu disais avant, il y a aussi pour moi un problème de vision de qu'est-ce qu'est un dessinateur. Alors on peut changer le nom, hein, peu importe, mais tant que les gens se diront je dois faire des plans, en fait il y aura un problème d'alignement entre le rôle qu'ils ont sur un projet et puis ce qu'ils font, puis ils auront aussi beaucoup plus de mal, certains, à accepter ce changement. Pour moi, si tu dis un dessinateur, c'est plus un dessinateur, c'est quelqu'un qui doit juste permettre la réalisation d'un projet en transformant un concept, une idée d'un ingénieur ou peu importe, pour que l'entreprise puisse travailler avec puis réaliser l'objet, en fait là le BIM il devient naturel pour moi. Parce que tout d'un coup, peu importe la méthode, que tu fasses des plans, que tu fasses un modèle, que tu ailles sur place donner un coup de craie à quelque part, ton rôle c'est d'aider l'entreprise à réaliser le projet. Et puis là, tout d'un coup, tu ouvres tout le champ des possibles, puis dire, le BIM, ça devient naturel. De faire des plans, si on en a besoin, c'est toujours naturel, mais tu te laisses ouvert, on va dire, au changement. Et puis ça, je pense qu'il y a aussi un gros travail à faire pour que les gens acceptent de changer un petit peu le rôle, peut-être historique, c'est ça, dans leur métier. Je suis tout à fait d'accord. Le dessinateur devient un des maillons les plus importants d'un projet, alors que j'ai vécu une période où c'était inconsommable. Lui, c'est un autre. Écoute, tu as répondu à la question. À la prochaine. C'était quoi le défi du manquement de la branche? Comme tu as dit, c'est la transformation. Ouais. Le reste, ça va se faire de manière organique et naturelle. Tu vois, parce que face aux besoins, les entrepreneurs, ils savent réagir. Et c'est vraiment la formation. Du coup, quels sont... comment on peut résoudre ce manque de formation? À ton avis, ton idée, comment on peut résoudre ce problème-là? Tu disais créer une école ou plus de formation, parce que là on parlait des formations académiques et fait CFC. Maintenant des personnes qui sont notre âge, être un peu plus vieux, ils doivent aussi se former. Donc comment on pourrait j'ai pas de baguette magique. J'ai essayé personnellement. J'ai essayé auprès de l'EPFL. J'ai collaboré 1 an avec le CNPA. C'était super. Et quelque part, je pourrais me réjouir du fait que les milieux académiques et l'apprentissage ne se mettent pas au digital et au BIM, parce que nous, on vend des formations. Tu vois, c'est ce que je te disais, la vision à court terme, se dire tiens, je vais vendre des formations. Non, c'est plus compliqué que ça. Je pense que il faudrait se saisir de cette thématique, mais j'ai pas de solution toute faite, parce que c'est relativement complexe. L'apprentissage, faut 10 ans pour changer le programme et la nature de le PFL. Est-ce que le BIM, c'est aussi la technique des bâtiments, c'est pas le PFL, donc il faudrait quand même faire peut-être une alliance avec une autre école qui pourrait couvrir l'ensemble pour rentrer dans du collaboratif. Tu vois, il y a plein de projets, il y a plein de choses à faire, mais on peut en débattre des heures et des heures et des heures. Et moi, j'ai mis un peu d'énergie dedans, sans prétention aucune, en essayant d'apporter un bout d'énergie à ce projet, mais je le vois pas. Je suis assez pessimiste. Des fois, je me demande même si c'est pas trop tard.
Parce que le temps qu'on réagisse, enfin bref, peut-être qu'il faut déjà réfléchir à une solution alternative. C'est un peu comme l'écologie. On se réveille un peu tard, alors que ça fait 40 ans qu'on se dit qu'il fallait faire un truc. Maintenant, les actions qu'on doit mener, elles sont beaucoup plus radicales. Et donc maintenant, de réfléchir à l'apprentissage, machin, c'est peut-être trop tard. Il aurait fallu y penser il y a 5, 10 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est le privé? Est-ce que c'est des associations professionnelles qui pourraient... Parce que c'est toute une question d'argent. En réalité, tu vas jamais pouvoir mobiliser les entrepreneurs parce que la facilité pour l'entrepreneur, c'est engager à l'étranger, faire venir un profil de France, de Suède, de peu importe. Tu lances une offre d'emploi sur LinkedIn, tu prends le meilleur et voilà. Mais bon, comment on reverse, nous qui sommes des produits de l'apprentissage, comment on redonne ce qu'on a reçu? Il y a une forme de rupture maintenant qui se met en place. Donc, je te dis franchement, j'ai pas de solution. J'ai cette école 42, ce format-là, il est super intéressant. Mais il faudrait que les gros acteurs de la construction, qui peinent à engager, à trouver des gens compétents de manière locale, grand local même, tu vois. Si les seuls, c'est Barcelone, Porto, Paris, enfin bref, et nous. Donc voilà. Si t'as une idée, si tu veux qu'on aille voir des gens, moi je viens volontiers avec toi, tu vois. Mais je suis un peu inquiet. Je pense qu'on a loupé le premier coche, il a été loupé. Mais tu vois, par exemple, toi, tu avais fondé, alors je sais pas si c'est toujours actif, mais le groupe BIMF de Genève, où finalement vous échangiez peut-être des bonnes pratiques, ou en tout cas des informations entre membres. C'est déjà une démarche positive, parce que finalement, il y a peut-être des gens qui sont pas encore sensibilisés, qui vont venir là, puis qui vont découvrir. D'autres, c'est l'occasion d'affiner certains points, d'échanger entre personnes. Donc, pour moi, ces initiatives, on va dire personnelles, mais qui sont plutôt sociales, c'est hyper bénéfique pour le groupe. Puis après, comme tu dis, il y a des écoles. Je sais que c'est je crois, les constructeurs métalliques dans certaines régions, ils font des écoles, ils se mettent ensemble pour former parce qu'il n'y a pas suffisamment d'écoles pour former soit des apprentis, soit des techniciens. Donc là aussi, peut-être les bureaux plus ou moins grands pourraient se mettre ensemble pour essayer de faire de la formation continue partagée. Parce que on le voit, les gens, ils sont formés, on va dire, en formation continue dans un bureau, on les retrouve 2 ans plus tard dans un autre bureau, ça tourne, mais finalement, le marché local, il a besoin de beaucoup de monde. Donc, ce sera l'avantage de tout le monde que les gens se mettent ensemble, dire, on met un niveau minimal de formation où on dit, la personne a le niveau pour faire un projet, pas forcément beaucoup plus loin, mais en tout cas, le niveau qu'on attend pour pouvoir développer un projet. Puis ça, ce serait génial. Je trouve que les bureaux arrivent un petit peu à, même s'ils sont concurrents sur certains projets, voir le bien collectif par ce biais-là, quoi. Bien sûr. Après, tu te heurtes à la concurrence et forcément, tu sais comme moi que, voilà. C'est pour ça que les associations professionnelles, elles sont peut-être un peu décorrélées de ce côté compétitif, pourraient engager un peu de moyens s'ils en ont et mobiliser au travers des associations les entreprises qui pourraient. Il y a plein de profs en devenir dans les boîtes, tu vois. Plein de gens qui savent des choses qui pourraient les partager. Et c'est super valorisant de le faire. Bien sûr, c'est un échange. Et pour les entreprises, c'est aussi une manière d'identifier les profils qu'ils engageront demain. C'est pas manque pas de pertinence, disons. L'école 42, c'est quoi? Alors c'est je dirais une plateforme privée de formation gratuite sur les métiers du code. D'accord, ouais. Okay, tu vois, voilà. Donc et en Suisse, en France, le format existe, mais encore faut-il séduire les bonnes personnes qui décident de. Voilà. Mais là, c'était la même exigence. On a besoin de dizaines de milliers de codeurs. Il y a personne qui forme ça, donc nous, on va mettre de l'argent sur la table pour qu'il y ait... Et puis, ils ont un système, une approche qui est assez unique. C'est super intéressant. Ouais. Mais ouais, historiquement, c'est quoi? C'est Xavier Niel de Free qui a fondé ça. Puis en Suisse, il a trouvé un partenariat avec Swisscom, Galaxus Digitech, je crois, puis encore d'autres gros acteurs majeurs. Puis ils ont fondé, en tout cas, il y en a une à Lausanne. Puis l'idée, c'est en 6 mois ou 1 année, de former quelqu'un sur un cursus, on va dire, programmation, dans un objectif pour qu'il soit directement fonctionnel par rapport à ces entreprises. Quel que soit ton point de départ. Tu passes le test d'entrée, tu peux être boucher charcutier. Tu dois juste avoir 18 ans, je crois, c'est le seul critère réussir, je crois qu'il y a un test d'entrée. Parce que puis il y a les 3 premiers mois de pool ou un truc comme ça. Voilà. Mais ça coûte 0. Incroyable. Ouais. Ok.
Mais voilà, c'est vraiment là, c'est le privé qui dit on a un besoin, il faut qu'on crée finalement les compétences dont on a besoin pour faire continuer le business, quoi. Et on manque pas d'associations on a Bâtir Digital, on a le CRB, Ouais, des grosses associations, ouais. Voilà, bien sûr. tu vois, c'est Ouais, qui pourrait rien que structurer la chose, disons. exactement. Bah, juste les locaux, déjà tu vois, toute la logistique qui vient derrière, ils savent faire. En reprenant des pratiques, est-ce qu'il y a des mauvaises pratiques qui sont apparues avec les débuts de la numérisation? Je dirais qu'il y a que ça. Ouais, on en est tous victimes, hein, à l'intérieur. Faut pas se le cacher. Hein. On court dans un couloir avec un bandeau sur les yeux, tu vois. C'est un peu. Alors maintenant, vraiment, ça s'éclaircit. Mais nous aussi, on s'est beaucoup trompé, tu vois, et pour arriver à des processus, parce que forcément les processus ils sont théoriques. On parlait de Bâtir Digital, c'est super, ils définissent les use cases, mais pour chaque use case qui est sorti, moi je te mets 100 variantes de use case, parce qu'il suffit qu'il y ait une petite variable, tu vois, qui change tout le processus, tu vois, pas le même outil, pas le même, et puis non, on peut pas mettre on peut pas héberger de la donnée là. Attends, mais c'est pas du tout le problème. Oui, sauf que l'outil que tu me proposes, il héberge ses données en Finlande. Oui, mais la Finlande, oui, ben non. Bon, pourtant, c'est l'outil qu'il te faut. Donc, on va choisir l'outil B, parce qu'il héberge en Suisse, mais qui répond absolument pas aux besoins du client. Donc on se trompe et des fois on sait, on dit au client, moi ça m'a valu des déconvenus des fois un peu virulents auprès du client en disant non on peut pas aller dans ce sens-là, mais t'es toujours pris entre le commercial et puis le bon sens. Si le client s'obstine, même si tu penses que stratégiquement c'est pas là où il faut aller, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes le robinet, tu t'en vas, ou tu fais la presta? Tu fais la presta. Et donc toi-même tu deviens acteur de quelque chose qui est assez moyen. Ouais. Mais là aussi, ça veut dire que peut-être mon approche, ma proposition, elle n'était pas forcément bien structurée. Donc la prochaine fois que je suis face à ça, dire on va pas faire ça. Tu vois, tu fermes les portes d'avance pour dire parce que là, j'y suis déjà allé, c'est pas cool. Donc, effectivement, je pense que malgré les use cases qui arrivent, ils restent hyper théoriques. Et on se rend compte que un scan ne vaut pas un scan, une modélisation ne vaut pas une modélisation, un export IFC ne vaut pas un autre export IFC. Et donc de dire il faut faire un export IFC. Oui, ok, là on peut faire 3 jours, tu vois. Qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'il veut? C'est pour faire quoi? Comment? Qui va interagir? Est-ce qu'il va être modifié? Est-ce que c'est un certificat? Toi, t'as juste fait un export IFC. Et il y a des dizaines de milliers de thématiques. Enfin, en bref, si on faisait une mind map du BIM, d'ailleurs, il y en a certaines qui traînent sur le net, elles donnent mal à la tête. Parce que justement, le niveau de complexité, d'interopérabilité, de connectique sur des mondes d'autres écosystèmes digitaux, c'est très compliqué. Et je pense qu'on a intérêt à se focaliser sur les choses simples, des workflows qui viennent par étapes, tu vois. Ok, il nous faut une maquette. Okay, une maquette, on fait la maquette. Vaut mieux avoir une maquette demain qu'un gros truc que tu n'auras jamais dans 6 mois. Puis ta maquette, et puis bac à sable, accompagnement, on essaye, on teste, ce serait intelligent. Il faut susciter chez le client le déclic, tu vois, pour que la maturité arrive. Et s'il n'a pas de questions à te poser, tu peux pas vraiment venir dire alors je vais t'expliquer comment faire ci, comment faire ça. Donc il faut vraiment qu'on investisse. Nous, très franchement, avant de vendre le premier franc, on passe beaucoup de temps avec le client. Beaucoup de temps. Et donc, il faut que les méthodes, et là aussi, une école, les associations professionnelles, la SIA, le CRB, il y a beaucoup d'acteurs. Et quand tu demandes à un bonhomme, ok, tu me lis la 19 650 plus Bâtir Digital plus plus le CRB, oui, ils se parlent, mais tout ça arrive dans la tête du même bonhomme. C'est compliqué, c'est complexe, voilà. Donc les méthodologies, elles arrivent plutôt du bas, me semble-t-il. Pas tellement de la théorie, mais plutôt de la pratique. Et il y a plein de petites sociétés qui font du BIM, qui sont des fois même des sous-traitants et qui ont des méthodologies que les grands pourraient utiliser, mais voilà. Et puis, qu'est-ce que tu apprécies spécialement à l'heure actuelle dans les pratiques, justement, peut-être à contrario? Qu'est-ce qui est arrivé, on va dire, avec ce numérique et puis que tu trouves génial? Désilotage, quoi. C'est-à-dire que tu peux t'inspirer. J'avais l'impression qu'on était vraiment dans un métier hyper siloté, quoi. Tac. Un silo avec des silos dans le silo et des silos dans et tout ça en train de voler
en éclat. Des fois, ça devient compliqué. Mais c'est sûr que quand tu peux t'inspirer notamment des pratiques des sigistes, des géomètres, de tout ce monde-là, qui eux, pour le coup, ça fait bien 20 ans, voire plus, qui parlent de coordonnées, de données, de digital, de plateformes, ils sont quand même en avance. Je pense que nous, on a une agilité dans le BIM qu'ils n'ont pas forcément, qu'ils sont en train d'acquérir. Mais pourquoi mettre, voilà, c'est ça, c'est le désilotage. Tu peux t'inspirer de plein de choses. On voit l'intelligence artificielle qui arrive maintenant de façon assez pertinente dans le BIM pour faire des propositions vraiment pertinentes. Je sais pas, c'est pas du nice to have, c'est vraiment utile. Alors ouais, j'ai l'espoir que vraiment on ait plein de belles choses à vivre parce que il y a un désilotage. C'est ça. On va chercher dans le véhicule autonome la reconnaissance des formes pour utiliser ce genre de technique dans le scan pour arriver vers une modélisation automatisée. C'est juste génial. T'as répondu à la suivante. C'était les pratiques du passé. En gros, c'était qu'est-ce que tu étais content de voir disparaître dans les pratiques du passé. C'est vraiment ça, ouais. Mais alors, comment tu vois le futur de la construction et comment ton entreprise pourrait contribuer? Alors, je pense qu'on est qu'au début de cette révolution et effectivement le problème, c'est de se projeter parce que pour moi, ça s'accélère. Ça veut dire qu'avant, on se projetait à 5 ans, après à 3, maintenant, c'est presque au mois dès qu'il y a un nouvel outil qui arrive sur le marché. Ah, il faut voir si notre processus qui avait à peine 6 mois est toujours valable. Donc, je pense que cette accélération pourra rien y faire. L'intelligence artificielle va vraiment tuer certains métiers. On est en train de l'expérimenter. Au bureau, en vase clos, un peu comme on a l'habitude de faire de notre côté. Oui, tester, mais vraiment comme des béotiens, c'est vraiment, on découvre aussi, on serait prétentieux de dire que oui, on maîtrise, on voit déjà ce que ça peut apporter, mais on voit aussi les dangers concernant les métiers. Mais je dirais, c'est une pierre de plus à mon édifice, c'est que les métiers changent. Qu'est-ce qu'on fait pour bouger? Comment on forme pas peut-être des gens à parler aux intelligences artificielles de manière efficace pour obtenir des résultats qui sont utilisables? Et comment on fait gentiment ce glissement? L'intelligence artificielle, oui. Et en fait, en règle, je dirais plus les robots. De manière, voilà. Les robots, je pense, ces processus vont s'industrialiser, les robots sur le chantier. Nous, on se préoccupe beaucoup, par exemple, de restituer ce qu'on capte avec le scanner. On va capter de la 3D, on va faire un projet en 3D, on va donner une maquette à des intervenants, et puis sur place, t'as le maçon qui a un plan 2D et qui tire son trait au crayon en prenant 2 mètres avec la chevillère. Mais pourquoi on restitue pas ça ça existe, les technologies existent. Donc je pense que là aussi il y a vraiment de quoi faire pour avoir un workflow 3D informé. Ça va permettre aussi de pouvoir développer plus facilement la réalité mixte. Tu vois, si c'est une structure de données sur l'asset réel, alors là, tu peux vraiment commencer à avoir, et on voit des choses arriver de ce point de vue-là. Donc, la robotique intellectuelle et la robotique manuelle. Je pense que le BIM prépare le terrain pour que l'humain soit moins impliqué dans le processus de construction. Et on a l'impression d'inventer un truc qui va rester, mais on est juste en train de préparer le terrain, de structurer les données, les actions, les use cases pour que des choses le fassent, en tout cas en partie. Ouais. Et puis pour toi, c'est quoi les gros challenges qui vont arriver pour tous les acteurs de la construction du coup? Alors je vais complètement à l'autre côté du spectre. On voit en Suisse et partout dans le monde des institutions exiger le BIM, ceux qui le peuvent, du point de vue aussi légal. Pas tout le monde peut, mais ceux qui peuvent et même ceux qui n'auraient pas le droit s'engouffrent dans la brèche. Demander des formats spécifiques, plutôt tel logiciel que tel logiciel. Les use cases sont en train d'arriver chez les clients. Ils sont en train de demander du BIM, plutôt de manière assez structurée. Ils engagent des gens qui peuvent structurer des demandes en BIM et donc il faut qu'on s'organise, nous prestataires, mandataires, pour répondre à ces demandes de façon pertinente. Et ça passe pas que par les normes bâtir, ça passe par l'expertise, par le partage
du mauvais comme du positif, et je vois pas ça vraiment. Je vois plutôt un esprit concurrentiel aujourd'hui, chacun veut, alors qu'on peut estimer que maximum 20% des acteurs sont arrivés dans le BIM, maximum, et qu'il y a un marché monumental, et qu'on ferait mieux de s'organiser pour aller pour répondre à ce marché plutôt que de dire non c'est mon client, non c'est ton client, non surtout on partage pas les process. Alors je dis pas que nous on les partage, hein. C'est-à-dire que si on va vers un contexte de partage, je veux bien qu'on partage. Mais pour l'instant, je le vois pas expressément. Donc le risque pour les mandataires, je parle pas de ceux qui ont les moyens, mais peut-être pour les plus petits bureaux, 5, 8, 10 personnes, ils vont se retrouver avec un couteau sous la gorge et peut-être ils arriveront pas à prendre le virage du BIM. Et cette fois, d'une façon très pratique, ça se traduira par 0 mandat ou 20% des mandats qu'ils avaient précédemment, quoi. C'est vrai qu'avec des acteurs comme il y a CFF ou comme ça, qui maintenant ont rendu obligatoire le BIM sur certains projets déjà immobiliers selon les critères, et puis qui seront imposés pour tout ce qui est infrastructure dans quelques temps, il y a des bureaux où s'ils n'ont pas fait le pas, ils vont, comme tu dis, plus pouvoir répondre à ces mandats. Ça va être difficile, je pense, pour certaines structures. Maintenant, ils l'ont aussi annoncé depuis un moment. On arrive peut-être même dans les bureaux un peu plus petits à trouver des gens motivés qui arrivent à se former, mais ouais, ça va être un sacré challenge, je pense. Tu vois, il y a 5 ans, le client ou le prospect qui me disait c'est quoi mon retour sur l'investissement si je fais du BIM maintenant? Allez, on est en 2017, 2018. Je dis dans 5 ans, vous serez en avance. Puis si tu me poses la question aujourd'hui, je vais te dire dans 5 ans, vous serez encore là. Si tu passes au BIM. Tu vois, en 5 ans, la thématique, c'est différent, hein. C'est plus, je vais faire de la com, je vais faire un peu ces genres, j'aurai plus de projets, quoi. Donc, en tout cas, les projets d'importance. Je dis pas que la véranda de la villa de Monsieur Dupont, elle va se faire en BIM demain matin. Mais quand même, il y a une bonne partie, en Suisse, quand on construit, ça coûte vite de l'argent, tu vois. Donc, il y a des impacts qui vont arriver chez les plus petites sociétés, moyennes sociétés. Comment fais-tu pour rester informé des nouveautés, ce qui se passe, comme on parlait d'IA, comment tu fais pour savoir un peu toutes ces nouveautés? Comment tu te restes informé? Comment tu fais? Quel moyen? Je fais un lien Back to the Future. Ouais. À l'époque, j'ai vraiment l'impression d'être un dinosaure, mais c'est vrai qu'à l'époque, on se posait une question, on n'avait pas la réponse. Et il fallait des fois des années pour trouver la réponse à une question. Donc, tu avais le temps tu vois. Franchement, maintenant, faire de la veille technologique, c'est pas compliqué. Il faut juste prendre du temps, échanger, pas avoir peur du ridicule. Parce que des fois, tu dis non mais attends, est-ce que t'es sûr que demain avec un téléphone je pourrais faire un aussi bien qu'avec un scan laser à 80 000 francs? Moi j'en suis persuadé depuis longtemps, bien avant que le lidar arrive je suis persuadé, avec la photogrammétrie, avec la combinaison des différentes technologies, avec la caméra devient un capteur, elle est capable avec l'intelligence additionnée à l'image de déduire quelque chose, que c'est chaud, que c'est froid, qu'il y a le feu, qu'il y a de la fumée. Donc c'est juste passionnant, et donc ce qu'il faut, c'est s'informer sur les technologies et pas se priver de rêver, de les mixer. C'est pas toi qui vas peut-être inventer le capteur de demain, mais quand il va arriver sur le marché, tu vas dire j'en étais sûr, ils sont trop forts, et tu vas identifier parce que tu as cette veille technologique, et je pense qu'elle doit sortir aussi du contexte technologique. La veille, c'est une veille, j'ai envie de dire, humaniste, sociale, philosophique, scientifique. Il faut aller puiser de partout. On voit très bien que la technologie, elle s'inspire du vivant, et c'est pas complètement aberrant de réagir de nouveau de manière organique, de se dire je veux rêver. La technologie, elle vient souvent répondre à un rêve. Tu vois, tu parlais de Back to the Future. Tu as vu que tout le monde voulait ce skate, quoi. Tu vois, le premier, bien sûr. J'attends toujours. Et on attend. Mais le jour où il arrivera, tu seras pas étonné, tu vas l'acheter, tu vas adhérer. Parce que tu l'as déjà imaginé. Et donc, effectivement, on parlait de Minority Report, et c'est en ça que les films futuristes sont toujours a posteriori intéressants à regarder pour voir justement quel a été
mais il faut pas mettre de côté qu'ils ont inspiré la science pour aller vers. Donc la science, c'est l'imaginaire aussi. La chance qu'on a, c'est que nous ne sommes pas dans des milieux académiques. Donc, on n'a pas de contraintes. Notre seule contrainte, c'est l'argent. Donc, si tu as un bon modèle serré et que tu arrives à dégager de l'argent, alors prends-en une partie pour faire de la veille technologique, tester des appareils, acheter un iPad pour voir si tu peux faire un scan. Voilà. Et c'est ça qui, c'est vraiment un cycle vertueux. C'est le besoin, le rêve, la possibilité de le faire maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans. Et si tu ne vises pas les étoiles, ben voilà, tu vois, l'histoire. Donc, il faut vraiment ouvrir à nouveau les chakras pour aller chercher dans toute chose, il y a des idées à aller chercher et à combiner. Est-ce que tu as des canaux que tu utilises très souvent pour t'informer? Non, parce que j'ai un peu l'impression que les canaux sont justement une façon de structurer la pensée autour d'un canal. Donc il faut pas, oui, il faut voir les canaux officiels et tout, mais il y a aussi plein de choses qui se passent à la marge, tu vois, dans les recoins. Rolex n'innove plus depuis des décennies. Par contre, ils rachètent toutes les startups qui innovent dans ce secteur de l'industrie, tu vois. Donc l'innovation, pour moi, elle vient que quand t'es pauvre. Je sais pas si tu comprends. T'es pauvre, c'est-à-dire que donc tu dois trouver un moyen. Et des fois, c'est malgré toi que tu trouves qu'il devient innovant. Trouver un moyen de faire avec peu. C'est la contrainte. C'est la contrainte. Merci. C'est exactement ça. La contrainte te force à innover, à prendre des raccourcis, à pas faire 3 fois, parce que t'as pas les moyens. Celui qui peut, il fera toujours 3 fois. Et c'est pour ça que on a été très étonnés de voir. On pensait que les très très gros bureaux, pas de nom ici, c'est pas une critique, mais c'est un constat. Très très gros bureaux ont plus de mal que les bureaux moyens. Je dirais un bureau de 20 à 30 personnes transitera vers le BIM beaucoup plus facilement qu'une boîte qui a une agence à Zurich, une agence à Berne, où ils sont 150. C'est beaucoup plus compliqué. C'est une question d'agilité aussi. Finalement, t'as aussi moins d'inertie. Et puis, on discutait avec Nicolas Pierret. On parlait de partager, on va dire, une vision commune et puis un but commun. Si t'es un groupe relativement petit, c'est aussi plus facile de dire la cible c'est ça, les moyens développons-les ensemble, on est en petit groupe, on arrive à se comprendre rapidement, puis t'arrives plus vite au but. Quand t'as 5, 6, 700 personnes ou plus à faire changer dans une direction, rien que déjà communiquer en interne où on veut aller, en fait le petit groupe a déjà fait le changement. Ouais. Enfin, comme tu disais, la cible, elle bouge tout le temps. Ouais. Donc, c'est clair, quand tu es 20 personnes à suivre une cible, c'est plus facile. Mais quand tu as 500, ta cible est déjà là-bas, elle est déjà à gauche, tu commences à être en train de tourner, quoi. Ouais, c'est exactement ça. On a mis en place quelque chose qu'on a appelé les séances 30-30. C'est pourquoi 30-30? C'est 30 minutes de préparation pour 30 minutes de présentation. T'as pas le droit de prendre plus de 30 minutes parce que t'es en train de t'égarer. Donc alors moi, j'ai fait la première, hein. Je vais donner l'exemple. J'ai commencé par faire ma présentation sur PowerPoint, puis après je dis mais j'y arriverai jamais en 30 minutes. Donc en fait, je me suis ouvert des fenêtres. J'avais un bout de presse, les fenêtres, l'exemple, une vidéo sur YouTube, et j'ai présenté Speckle, que vous connaissez pareil. Et en fait, j'étais surpris, j'avais 20 personnes en face de moi qui connaissaient pas Speckle. Alors que moi, ça fait des années, moi, je connais bien Thomas, je suis juste admiratif, je sais ce que ça va changer dans nos métiers. Et je me dis, mais c'est dingue en fait. Si je leur avais pas dit, voilà, j'aurais été tout seul dans mon coin. Donc, il est important d'identifier et de partager sur des cycles assez courts, parce que tu vas avoir 2-3 retours pertinents qui vont ou valider ou. Alors le plus compliqué, c'est quand il y a autant de positifs que de négatifs, c'est peut-être pas le moment d'y aller. Mais là, quand je me suis dit, vous avez des questions, il n'y a pas de questions en fait. C'était évident qu'on va aller vers ça. D'ailleurs, on est en train de répondre à un appel d'offres. On est en train de dire, on a du Rhino. On doit garantir un flux de données Rhino dans 99% de BIM traditionnel, je dirais. Et on se dit, je paye. Voilà, on va proposer ça, on va être innovant sans avoir innové, juste parce qu'on a fait de la veille. On a confronté 20 personnes qui sont des modeleurs, tous ont dit non mais attends, il faut qu'on aille vers ça. Moi ok, alors qui se mobilise? Il m'en faut 2 qui sont voilà, on y va. Alors c'est gratuit, c'est génial, mais s'il faut mettre 100 francs, on met 100 francs et on va tester en vrai pour savoir si c'est maintenant ou si c'est dans 2 ans ou si c'est jamais. Et donc
tester sur des cycles courts parce que sinon ça coûte de l'argent pour les PME, tu vois. Mais quand même tester, faire un bac à sable, libérer du temps à 2 personnes un vendredi matin, on se pose dans la salle de conférence, on fait nos tests, vas-y, crée un compte. Voilà. Et comme ça, tu diffuses l'innovation auprès de tes collaborateurs sans trop la diffuser parce que t'as pas non plus envie que tout le monde y aille là où tu vas, tu vois. Donc c'est comme ça que nous on voit l'innovation. Elle peut venir de n'importe où. Elle vient pas d'en haut. Moi, c'est ma tâche de conduire, mais j'écoute aussi mes collègues qui me proposent telle plateforme, tel outil, tel processus. Mais du coup, tu bloques du temps pour faire cette qui est dédié déjà dans ton planning, enfin dans ton. Ouais. On a commencé en 2012. En fait, je vous ai dit, on a investi tout l'argent qu'on n'avait pas, ces heures que tu prends sur du temps que tu vends pas pour aller tester, peut-être être meilleur. Et je pense que si on fait pas ça, on fait un BIM d'hier. De toute façon, on fait un BIM d'hier, tu vois, si on se positionne comme ça. Et puis, est-ce que tu arrives à donner une quantité ou un ratio de ce rapport, on va dire, de veille par rapport à du temps de travail, ou est-ce que c'est attribué à tous les employés? Comment c'est organisé? Le problème, c'est si tu te la joues à la Google, qui d'ailleurs fait plus comme ça, oui, le vendredi, vous faites ce que vous voulez tant que c'est un rapport. Alors nous, ce qu'on a regardé, c'est la fin de la phrase, c'est tant que c'est un rapport avec le boulot. C'est-à-dire, oui, si tu viens me voir en me disant, j'ai identifié tel outil, voilà, on a fait de la VR il y a 7-8 ans, on a posé le casque, et c'est bon, quoi. Si on doit faire de la VR, on fait de la VR, mais c'est plus de l'innovation de faire de la VR, tu vois. Et donc, si tu veux, il y a j'ai envie de dire, il y a des moments. Pendant 6 mois, il se passe pas grand chose, en fait. Ouais, tu fais ta veille, tu vois, on est allé à BIMworld, c'est super salon, c'est génial, mais entre BIMworld l'année dernière et de cette année, il y a 0 nouveauté. Il y a juste plus d'acteurs qui font la même chose. Alors c'est bien parce que tu peux confronter, mais si tu fais, moi j'avais la tâche de identifier les plateformes collaboratives, je t'explique pas, hein, je suis reparti avec et elle change de nom toutes les 5 minutes, elle se rachète parmi, et pour suivre, il faut bientôt un Wikipédia que pour les plateformes collaboratives. D'ailleurs, certains sont positionnés là-dessus, en amenant du savoir. Mais je pense aussi que les innovations, c'est pas tout le temps non plus. Tu vois, il y a des moments où il faut prendre le temps. Donc moi, je fais ma veille, j'écoute, je regarde, mais dès que j'identifie, je balance ça dans les équipes. Il y a un retour, il y a pas un retour. Si j'y crois vraiment à mort et puis s'il y a pas de retour, je vais forcer un peu le trait pour vraiment avoir un résultat. Et si ça prend pas, c'est peut-être que c'est pas le moment, mais il faut pas mettre de côté. Donc il y a des saillies comme ça d'arrivées technologiques. On l'a vu il y a quelques mois avec ChatGPT. Tu vois, ça a bousculé maintenant les intelligences artificielles. L'impression que tout le monde est devenu un expert. Tout le monde parle de ça, donc voilà, on l'a vécu sur plein d'autres trucs, hein, le BIM y compris. Et donc c'est très très bien d'être à l'écoute, mais pas forcément de se lancer dans tous les projets. C'est vraiment d'identifier, de faire une sélection et d'y accorder le temps qu'on peut y accorder. Mais même dans une entreprise petite, s'il y a une personne qui a cette tâche et que même 2 heures par semaine, il prend le temps quand même d'aller regarder, de voir ce qui se fait sur les plateformes et autres, voilà. Mais pour toi, c'est plutôt une personne ou un petit groupe de personnes, ou bien ça doit être tout le monde dans l'entreprise? Non, pas tout le monde. Je pense qu'il faut identifier. Déjà, nous, le premier critère, c'est les gens qui ont envie. Parce que tu peux demander une tâche à quelqu'un dans l'innovation, si le gars, il se dit pas, waouh, bof, il se dit pourquoi faire. Si tu lui dis, tu vois, que tu pourrais faire, au lieu de faire schmir à faire la nomenclature, ça prend tout cet outil pourrait te permettre tu voudrais qu'on le teste? Et on le teste. Et après, il y a une sorte de, alors le mot est devenu un peu tabou, mais avant ça marchait, une contamination qui s'opère dans le bureau. Le bonhomme, il sort sa nomenclature en 3 minutes et l'autre, il met toujours 3 heures, tu vois. Je dis, non, mais tu fais comme ça. Donc, il y a de la transmission, il y a de la formation continue à l'interne. Quelque chose qu'on avait un peu négligé, parce qu'on était que vers l'externe. Maintenant, on a du temps à l'interne pour faire de la veille, identifier et former le plus grand nombre de collaborateurs à cette nouveauté. C'est ce qui nous permet d'avoir un peu cette différence avec les autres acteurs du marché. Les formations internes, c'est toi qui donnes, c'est tes directeurs qui donnent, ou c'est... Alors, on a un responsable de formation à l'interne. Alors là, notre croissance fait que il va devoir faire un choix entre le BIM management, la formation. Ça devient un vrai axe de développement. Et donc la formation interne, elle est grâce au formulaire qu'on a mis en place quand un nouveau collaborateur arrive, et même quand il pose son CV, c'est passage obligé en ligne ou en présentiel. Ça nous qualifie les différentes thématiques,
modélisation, compréhension de la collaboration. Tu sais faire un IFC, oui, tu le fais comment? Tu vois, ouais. T'arrives à te dire, ok, en fait, lui, il est super intéressant sur cette thématique-là. Il va devenir rentable à terme, parce qu'on va lui donner les autres briques. Et donc, dès qu'on a 2 ou 3, on fait une formation à l'interne sur cette thématique-là. On va pas, si on voit, de toute façon, tu pourrais donner à tout le monde la terre entière des cours de référencement, géolocalisation, t'en aurais jamais assez. Mais on va pas le faire pour Jean et pour Jacques et pour Paul. Dès qu'on peut, on reprend cette thématique, on la pose sur la table et on la voit sur Archicad, on la voit sur Revit, on la voit avec du nuage de points. Romain, je vais te dire, moi, ce qui est important, moi, ce que je vous donne comme info, ces points-là, ils ont été remontés par un expert, ils sont et donc il y a une forme de pédagogie qui vient de l'interne et des formations qui nous permettent aussi de créer après des formations pour l'extérieur, pour nos clients, qui changent un peu qui sont spécifiques, qui sont un peu différentes. Ok. Tu parlais d'innovation. Est-ce qu'une PME doit être innovante en 2023? Je pense qu'en fait, ça a toujours été le cas. Donc toujours. Il faut toujours innover. Ça peut être... je prends Nel, le coiffeur, et comme exemple, ou le cordonnier. Il a peut-être pas changé d'outil, il a peut-être une colle plus résistante ou un truc plus étanche, tout. En revanche, quand il va faire sa facture, il a changé. Il fait pas comme pourtant son métier, c'est le même. Son livrable, c'est le même. Mais la manière, peut-être 5% de la manière a changé. Et ça a toujours été pertinent. L'appel mécanique, il y a des gens qui ont dit « Ah ouais, ça coûte cher, mais je vais en acheter une, tu te rends compte, je vais faire 3 fois plus avec 2 fois moins. » Puis il y a celui qui a dit « Non, mais moi j'y crois pas. » Et puis voilà, il a fermé, et puis l'autre est devenu prospère. Donc, l'innovation, c'est dans la nature de l'homme. Et donc, croire que tu as un business et que tu dois pas innover, non. Non, surtout que ça a plutôt tendance à s'accélérer. Donc, l'innovation est au cœur de nos métiers. Maintenant, c'est devenu presque la pierre sur laquelle on construit la stratégie d'une entreprise. Comment comment vous faites dans tes entreprises à savoir si une nouvelle application serait utile dans le bureau? Comment est-ce que vous mettez des métriques? Comment le tester? Comment vous faites justement savoir si cette innovation, cette technologie serait pertinente chez vous? Ça passe vraiment par des POC à l'interne. De nouveau, on n'a pas d'investisseurs, donc on fait avec les moyens, avec le temps qu'on a à disposition. Et c'est vraiment de prendre un cas de figure. C'est-à-dire que le client le voit pas forcément. Tu vois, on va faire un processus qu'on fait pas souvent, qu'on a fait il y a 2 ans. Puis on se dit, mais t'as vu, il y a une nouvelle application qui permettrait de gagner du temps ou voire pas forcément du temps ou de l'efficacité, mais un meilleur résultat ou plus de résultats, plus de données, plus. Et dans ce cadre-là, on va faire le livrable qu'il attend, puis on va recommencer la séquence là où on doit le faire avec le nouvel outil. Pour pas que le client soit celui qui paye ta transition. C'est bien souvent le cas dans le BIM. C'est-à-dire, j'ai jamais fait de manuel, je te vends un manuel, comme ça je vais en faire le premier, c'est facile, je vais sur Internet, je prends 3, je les fusionne, et voilà. Et on a un manuel impraticable. Si tu veux faire, tu fais dans ton bac à sable, et dès que tu as une solution qui fait avancer le client ou qui fait avancer ta cause, tu peux la mettre en place de manière effective. Donc c'est vraiment le POC interne. Après, on fait aussi des POC financés par des clients qui disent « Ah, ça m'intéresse. Ok, alors on prend un local et tu me fais tout. La visite virtuelle, le scan, le machin, vraiment le... » Et ça, c'est super. C'est génial parce que tu te fais vraiment plaisir. Tu vas jusqu'au bout. Et t'as pas besoin de faire un bâtiment avec 3000 locaux et machin. Tu fais un local très précis, très pointu. Tu peux aller rencontrer les services de l'entreprise en disant est-ce que ça c'est pertinent pour vous? Ça, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Moi, c'est ce qui me passionne. C'est d'aller là justement où les autres n'iraient pas. Mais ça, tu dois pas faire peser le risque à ton client. Et donc, inévitablement, ça se ressent sur le coût de ta prestation parce qu'il faut bien que quelque part,
t'arrives à avoir le temps de faire, mais c'est vraiment un retour vers le client. Il va peut-être, tu vas être 5, 8 ou 10% plus cher que le marché. En revanche, que tu vas lui amener à une valeur considérable qui va au-delà des 8% de plus, tu vois, en termes de confiance, de fiabilité des informations, aussi comme on a plus de 20 personnes, aussi de réponse immédiate à la demande. Tu vois. Et puis, à part l'amélioration, on va dire, technique ou technologique, est-ce que tu vois aussi des innovations côté bien-être, social, apparaître un petit peu dans les tendances? Alors, je sais pas si on peut parler d'innovation, mais déjà, tout ce qui est égalité des chances de chacun d'arriver, on a vraiment à cœur de pas faire de différence. Ce qui peut sembler évident, mais qui ne l'était pas. Moi, j'ai beaucoup, juste parce que j'étais dessinateur, souffert que ma voix ne portait pas, qu'en fait, j'avais pas d'intérêt d'écouter un dessinateur. En fin de compte, il a rien à dire. Bon. Et je pense que si on peut voir ça comme une innovation, on écoute plus tout le monde. Sur les salaires aussi, de pas faire de différence entre les hommes, les femmes et les autres. Disons qu'en fait, pour nous, cette innovation au niveau humain, c'est de dire, en gros, on s'en fiche d'où tu viens, de ce que tu es. Si t'es tatoué, si t'es pas tatoué, si t'es musulman, ça, c'est pas le problème. Ça te regarde. Nous, on veut bosser avec toi parce que t'as ça. Et ça, c'est une vraie innovation, parce que je viens, franchement, d'un monde où j'ai encore la chance, malgré que je sois fils d'immigrés, d'avoir la bonne couleur qui correspond aux attentes, on va dire. Et je pense que c'est important d'innover au niveau social, parce que il n'y a pas vraiment d'innovation. Oui, tu peux te dire quoi, le télétravail, c'est une innovation, oui et non. Plus les plateformes se mettent entre les humains et plus on a besoin d'être ensemble. En fait, je pense ça, foncièrement, c'est-à-dire que le BIM et tous les outils qu'on est en train de déployer vont automatiser, donc déshumaniser nos rapports, et donc si en plus on est chacun chez soi, on est mort, quoi. Ce que j'aime, c'est arriver au bureau et puis voir du monde et puis qu'il y a de l'animation, puis qu'on boit un café, et puis voilà, ça participe à l'innovation. Par exemple, la première victime du télétravail, c'est l'innovation. Pourquoi? La transmission de l'innovation, la formation continue. Parce que t'es plus en train d'échanger. Tu es en train de dire, t'as vu, regarde, t'as vu comment j'arrive à faire ça? Ah, mais moi aussi, tu vois. Il y a plus cette émulation. Et, au niveau humain, je pense que vraiment l'innovation, c'est de prendre les gens pour ce qu'ils sont capables de faire et pas pour ce qu'ils sont. Et ça, c'est notre leitmotiv. Ça se voit dans les nationalités. Je crois qu'on a à peu près 16 nationalités pour 22 personnes, tu vois. C'est parce que ça nous enrichit. Ça nous enrichit vraiment beaucoup d'avoir des visions différentes du monde, des expertises différentes. Une personne qui était sur un chantier et qui, pour les mauvaises raisons, se retrouve dans un bureau, ça nous intéresse parce qu'il a une vision pratique du chantier qu'on n'a pas forcément quand on est toujours, tu vois. Et donc, c'est ça la vraie innovation. Sinon, je vois pas vraiment, à part tout ce qu'on entend, quoi, tu sais, ces techniques de management, machin. Voilà, moi, je suis pas un adepte de la technique du management. Donc, je vois pas d'innovation humaine, hormis vraiment donner la chance à tout le monde d'y arriver. Puis comment innover les relations entre les employés, l'employeur et les clients? Ça, c'est très intéressant parce que ça change. Et ça change dans le bon sens. Je pense que l'innovation, là, pour le coup, elle est vraiment positive. On casse un peu les hiérarchies. De nouveau, tout le monde a le droit de donner son avis. Alors, pour autant qu'il soit pertinent et dans le sens de ce qu'on veut. Mais là, on est en sous-traitance pour un gros bureau d'ingénieurs. Et puis, ils ont demandé à ce que notre modeler vienne aux séances chez l'architecte. Ils l'ont présenté en tant que... Alors, on est un peu à la bourre. Il y a vraiment un changement, hein. T'as vu, à Abonné, on le cachait et tout comme une maladie honteuse. Alors, on est un peu à la bourre. On a un modeler de chez Dessin qui vient aux séances. D'ailleurs, il vient aux séances à 8h30 alors que le technicien vient à 10h parce qu'ils sont à côté coordination. C'est génial. Et cette personne n'est pas forcément a priori la personne que t'enverrais en séance. Elle se débrouille super bien. Elle est super à l'aise. Elle parle de son sujet. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir que le désilotage, il est aussi arrivé dans la hiérarchie. Tu peux plus dire, moi j'ai vu
J'ai été moi-même victime, tu vois. L'ingénieur, il est tout seul en séance et puis en fait, il a oublié de te dire de faire un truc. Puis t'es pas là et puis il va dire ce dessinateur, tu vas voir, je vais rentrer au bureau, tu vois, la comédie dell'arte, c'est fini. Le dessinateur, il prend son PC, il va en séance, il monte son truc, il a pas compris, expliquez-moi. Et ça, je trouve vraiment génial. Et ça valorise des gens. Tu te retrouves des talents que tu imaginais pas, quoi. Ouais, ça, c'est vraiment bien. Et ça, c'est un changement positif de la manière de gérer les projets. C'est beaucoup plus. D'ailleurs, on voit, hein, tu fais des séances, des fois, t'as 25 personnes autour de la table. Waouh. Mais en fait, c'est assez pertinent parce que chacun prend l'information à la source, chacun prend sa part. Et voilà, ça, c'est vraiment un changement très positif. Okay. Bah écoute, on va commencer la partie finale. Ok. Tu peux prendre des cacahuètes si t'as faim. Ok. Si tu étais à notre place, quelle serait la question que tu te poserais à laquelle on n'a pas pensé? Waouh. Ouais. Quelle serait la question que tu pensais? Quand est-ce que tu penses partir à la retraite? Alors? Je sais pas. Je peux pas mourir au travail, ça c'est certain. Ouais. Et ça c'est aussi une nouvelle forme. On fait le lien avec un peu au début le patron, le machin. Je pense que c'est bien. J'ai des amis qui gèrent une société à 2 et chacun est à 80. On n'aurait pas pu imaginer ça il y a 10 ans. Donc et puis comme je vous le disais, j'ai un peu grillé mon temps pour réussir mon pari et donc je mise moi sur les 10-12 prochaines années vraiment à transmettre. Par mes enfants, chacun son projet. Ils ont qu'à développer leur propre projet. Je suis là pour elles, mais plutôt à Dylan, à Romain, à d'autres personnes peut-être qui seront demain amenées à. Et ça, ce serait vraiment une satisfaction. C'est que les entreprises me survivent et je travaille à ça, à plus être le personnage clé, à plus que ce soit toujours Marco. Voilà. J'ai pu aussi cliver le marché contre pour les gens qui m'apprécient pas. Et puis je pense qu'on doit sortir de ça. En fait, on a un savoir-faire, on est plusieurs à être entrepreneurs, intrapreneurs dans l'entreprise, et c'est ça qui fait notre succès aujourd'hui. Et voilà, donc c'est ça mon projet. Et je m'arrêterai quand je pense que les gens auraient plus besoin de moi, quoi. C'est un peu la finalité, c'est de dire ça roule et c'est même mieux que quand j'y étais, tu vois. Est-ce qu'il y a un thème que tu voudrais encore apporter pour nos auditeurs? Ouais, je veux revenir sur quelque chose, c'est vraiment la formation. Moi, ça me, je veux pas en rajouter une couche, mais je sais pas. On peut me lancer un appel, hein, parce qu'on est aux âmes de bonne volonté, ceux qui ont des pistes et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer la société et faire accepter tout ça? C'est du change management. Et si aujourd'hui ça se diffuse pas, c'est parce qu'il y a des gens à des endroits qui veulent pas, qui en ont peur. Et peut-être faut qu'on partage plus, qu'on soit plus pédagogue, qu'on fasse des événements qui soient pas commerciaux ou Bâtir Digital, mais qui soient purement une association enfin, quelque chose qui prendrait le relais, parce que Bâtir Digital, ils sont là pour définir les use cases. À un moment, ils vont devoir inventer, quand on les aura, ils seront définis et que les gens les utiliseront, qu'est-ce que fera Bâtir Digital? Parce que c'est peut-être une deuxième vie de Bâtir Digital. Est-ce que c'est trop lointain? En tout cas, moi, je suis prêt à réfléchir avec qui le veut bien, de manière bien sûr gracieuse, parce que ça me touche. J'ai envie que et les jeunes et la formation continue puissent se mettre en place, quoi. C'est vraiment une problématique pour nous. Et puis, est-ce qu'il y a un sujet qui te passionne ou qui t'intéresse spécialement? Ça peut être technologique ou complètement autre en ce moment. Un truc où tu dis c'est ton petit sujet de cœur à l'heure actuelle. Alors, je suis cuisine avec ChatGPT. Non, là, je suis sur ChatGPT, oui, bien sûr. J'adore. C'est génial. J'en ai absolument pas peur. Au contraire, je suis très content de voir. Donc, tu utilises ChatGPT pour dire, écoute, j'ai ça comme ingrédient, fais-moi une recette. Oui. Tu sais que tu peux lancer des modes. Alors, j'ai le mode de gastronomie, nutrition, machin, puis j'ai le mode BIM expert. C'est super intéressant. Des fois, juste, je pense que de toute façon, c'est intéressant de se tester soi-même, en fait. Enfin, je dis, c'est quoi le BIM pour toi? Enfin, ça paraît bête. Et puis d'un coup, il te sort des trucs, tu dis, mais c'est vrai, c'est pertinent. On a toujours, tu sais, sur le cycle, il y a toujours la petite queue là qui
qui est la déconstruction et tout. Alors on parle, mais très peu de ça en fait. Et d'un coup, il me remonte le réemploi. Mais c'est vrai, le réemploi, c'est une vraie thématique. C'est une thématique hyper pertinente. On a des projets où on a Matérium dans le projet qui s'occupe du réemploi et qui propose. Alors on voit que c'est pas encore aligné, tu vois. Tu me proposes de reprendre un vitrage qui a 20 ans. Non. En revanche, si tu as 3000 mètres carrés de parquet que je peux remettre dans mon truc, ouais, peut-être ça m'intéresse. Et donc voilà, c'est un challenge. Il va pas m'apprendre mon métier, mais en même temps, il peut venir te dire aussi des bêtises, mais des fois des choses hyper pertinentes auxquelles t'avais pas forcément. Donc on se challenge avec ça, et ça c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup. Mais moi je suis assez cyclique, donc je passe d'une thématique à l'autre. Là c'est l'histoire. Alors je suis à fond sur l'histoire. Avant c'était l'astrophysique, après c'était voilà. Astrophysique. Donc, oui, c'est quoi? C'est l'univers. Ah ok. La physique quantique et tout ça. Je suis un frustré de pas avoir fait beaucoup d'études, puisqu'à 15 ans j'étais, donc je suis sans arrêt. J'ai gardé cet esprit d'apprendre, toujours par le biais de podcasts surtout, et voilà, lire un peu. Et voilà, donc on continue. Mais l'histoire à fond là, c'est temps. Ouais. Donc t'es amoureux d'apprendre des choses, puis d'un coup tu dis, ce sujet-là, je veux le creuser. Oui. Et puis en gros, tu bloques dessus pendant le temps jusqu'à ce que ce d'arriver soit à une soumis, satisfaction. Quoi. Voilà, exactement. Et bien souvent, ça ramène plein de choses pour le boulot. En fait, voilà, tout est un grand tout. Alors qu'est-ce que ça a rapporté l'astrophysique pour le boulot? L'astrophysique, c'est que la somme de ce quota peut faire plus. Ok, la somme que ce que t'as, ça fait plus. 1 plus 1 peut faire 3. Ça fait un peu plus que la somme de ce quota. C'est-à-dire 1 plus 1 n'est pas forcément égal à 3. Et ça, c'est difficile dans notre vision de la physique. On est très pragmatique. Mais de nouveau, je vais retransposer pourquoi je vous parle de ça, parce que effectivement, si je prends mes 3 sociétés et je les fusionne, c'est quoi? C'est de l'accumulation des 3, ou c'est autre chose de beaucoup plus grand qui a encore plus de valeur? Donc aujourd'hui, notre force, c'est d'être ensemble. Si on était 3 sociétés désolidarisées, on serait beaucoup moins fort. Mais c'est la somme de tout ça est la même. Le résultat, a priori, c'est le même. Par contre, le levier est beaucoup plus puissant. Et donc, c'est des fois très philosophique, très métaphorique, mais ça peut permettre, l'histoire donne plein d'exemples de gens qui se pensaient plus forts que les autres, plus intelligents que les autres et tout. Et donc, tu vois aussi qu'on répète, que l'histoire se répète, que c'est cyclique, que les révolutions, elles ont toujours été, ont toujours à peu près les mêmes phases. D'abord, on n'en veut pas, après on dit, puis après on dit pourquoi on l'a pas fait avant, tu vois. Et donc, tu peux te rassurer en disant, le BIM va suivre à peu près le même parcours. On va en perdre, sur la route, on va en perdre la moitié de l'armée, mais on va arriver à destination, comment on va mener le combat. Alors, tout a un sens, tout est lié, et c'est comme ça que moi, en tout cas, je vois le monde. Okay. As-tu des recommandations de documents, de chaînes, de podcasts? Le vôtre, ouais. Super intéressant. Moi, je serais assez... ce serait assez délicat pour moi de dire ça plutôt que ça plutôt que ça. Non, moi j'écoute beaucoup les avis qui sont contraires aux miens. En fait, je me nourris beaucoup de ça. Ouais. Parce je pense que l'homme a tendance à s'entourer des gens qui pensent pareil que lui. Ça le rassure. Bah, c'est l'effet bulle, parce qu'on a toujours une bulle de réconfort, puis tu dois sortir un peu de sa bulle, c'est quand même. Et ça, c'est peut-être l'avantage de vivre, c'est de penser contre toi-même, tu vois, de dire ok, moi je suis pas, mais est-ce que, et pourquoi ceux qui pensent comme ça, et qu'est-ce qui fait que, parce que aussi t'es quand même dans la vente, donc tu dois déconstruire des idées préconçues des fois pour pouvoir placer ton truc. Donc voilà, c'est intéressant de savoir comment un avis se construit et pourquoi il pense pas comme moi alors qu'il a la même histoire que moi. Voilà, c'est intéressant, ça m'intéresse. Est-ce que tu as des conseils pour nos prochains invités? Un conseil, pas un conseil, mais tranquille, ça se passe super bien. Faut pas s'angoisser, on est bien accueillis. Non, mais je loue ici votre initiative et je la soutiens parce que ça manque, ça fait partie des. On s'est un peu tous concentrés sur la forme et maintenant il faut qu'on passe au fond. Et je pense que vous êtes une émission de fond et c'est intéressant que vous existiez. Donc bravo pour vous. Et puis, qu'est-ce qui t'a motivé du coup à accepter notre invitation? Je te l'ai
l'ai dit avant, j'aurais été vexé si vous m'aviez parlé. Non, je trouve vraiment cette initiative intéressante, dénuée d'intérêt au sens commercial du terme. Je crois que c'est plutôt le contraire, c'est vous y mettez de votre poche. Donc voilà, je trouve que c'est noble, et puis voilà, c'est ça qui m'intéresse dans cette démarche, et c'est tout. Pas plus que ça, c'est humain, c'est bien. Merci. Qui penses-tu qu'on devrait inviter pour discuter pour un prochain épisode? Ou un thème en particulier que tu trouverais chouette qu'on élabore? On a déjà un thème, la formation, mais t'as d'autres choses peut-être? Je trouverais bien de voir des gens qui sont aujourd'hui des leviers potentiels dans les milieux académiques, mais pas que, qui pourraient expliquer pourquoi ça avance pas, quoi. Non, pourquoi pas leur donner la parole, parce que c'est facile maintenant pour moi d'être là tout seul et puis de dire il doit y avoir des raisons, tu vois, et qui sont tout à fait pertinentes, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi quels sont les freins en réalité. Alors quelqu'un qui pourrait nous éclairer, pas forcément des gens impliqués, quelqu'un qui a une vision un peu du digital. Peut-être qu'il y a d'autres pays qui ont aussi cette résistance. Est-ce que c'est culturel, de quoi ça vient, mais comment on peut avancer sur cette thématique? Ce serait intéressant d'avoir quelqu'un qui peut aussi expliquer pourquoi on prend ce temps, quoi. Ouais. Après tous ces thèmes traités aujourd'hui, si tu devais transmettre un message important, ce serait quoi? N'ayez pas peur. Ouais, c'est ça en fait. Je pense que on le voit à 80% de la problématique BIM. Ça, c'est très significatif. Quand on nous invite et puis le bonhomme dit bon, on est là pour parler de la problématique BIM, tu te dis déjà, il a une vision super négative, il subit le BIM et tout. Et voilà, c'est ça la thématique, c'est ça le fond du problème, la résistance au changement. La technologie, ça marche, ça évolue, ça marche pas. Des fois, ça marche pas. Ok, Swisscom, pendant 3 heures, on n'a plus de réseau. Waouh, ça nous affole sur le moment, puis le lendemain, on a tous oublié qu'on n'a pas eu de réseau pendant 3 heures. Donc, il y a des choses qui deviennent monstrueuses alors que c'est pas si grave. On a essayé si on est en bonne intelligence et tout. Donc, cette résistance au changement, elle est humaine, il faut pas avoir peur, quoi. Et puis de toute façon, on n'a pas le choix. Vaut mieux surfer la vague que se la prendre en pleine poire, tu vois. Vaut mieux, on n'a pas le choix. Ok, on va commencer le petit jeu du portrait. Ça fait des petites questions rapides, puis de répondre rapidement. T'es plutôt à travailler tôt ou rester tard? Ni l'un ni l'autre. J'en ai. Je suis pas du matin. Et t'es pas du soir? Je suis plutôt du soir. Mais voilà, moi je me suis tapé des nuits, des week-ends, mon propre anniversaire à dessiner, tu vois. J'étais très longtemps à la production. Et puis maintenant j'ai de l'aide. Donc je reprends un peu mon souffle. Et puis du coup ça me donne les idées beaucoup plus claires pour aussi m'occuper de ma boîte. Parce que voilà, s'il y a un autre conseil à donner aux entrepreneurs, ça sert à rien de bosser 18 heures par jour. Je l'ai fait. J'étais à la prod, ok, c'était génial. J'ai pas vu mes enfants pendant 3 ans, on va dire ça comme ça. J'ai réussi mon pari, mais si vous pouvez, dès que vous le pouvez, prenez du temps pour vous. C'est le seul retour que je peux dire. Passer son temps au boulot, c'est louper une bonne partie de ce qui fait l'équilibre d'un être humain. C'est aussi le privé, le sport, ce qui vous passionne. Moi, j'ai un peu mis ça de côté et heureusement, ça m'a pas trop joué de tour, hein, et ça va. Mais il y a plein de gens qui sont trop consacrés au travail. C'est cool, c'est bien d'avoir des projets, mais c'est bien de vivre sa vie aussi, quoi. Série TV ou film? Les deux. Passionné de cinéma. Puis maintenant, les séries ont challengé. Et maintenant, donc, le cinéma se réinvente pour répondre aux challenges. Tu vois, tout est lié. On est de nouveau dans le changement. C'est juste incroyable. Tu vois, tu prends juste Netflix. Les gars, c'est les seuls qui ont détruit leur propre business pour une nouvelle proposition. C'est les gars, ils envoyaient des CD par la poste et tu vois les courbes de la vente de CD qui se croisent, qui sont tués leur business eux-mêmes. Ça, c'est magique, en restant eux-mêmes leaders du truc, quoi. Personne n'a fait ça, hein. Nokia n'a pas réussi. Voilà. Donc c'est super intéressant de voir que les rois d'hier sont plus là et les rois d'aujourd'hui seront pas ceux de demain. Donc c'est ça. Recommandation de film?
T'as des films que t'as vus? Dernier film que j'ai vu au cinéma, on va dire, c'était Les Trois Mousquetaires, parce qu'on était au Beamworld. Ouais. Puis on s'est dit, il sort, on est allé le voir. C'est pas ce que je préfère, mais c'était plutôt bien, plutôt qualitatif. Okay. Dernière série? Dernière série, c'était The Lazarus Project, que je conseille à tout le monde sur Prime Video. D'accord. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ça serait quoi? De revenir en arrière. Mais oui, je crois qu'on a tous envie de rectifier, mais ce serait pas bien. Bureau rangé ou cirque organisé? De plus en plus rangé. Ouais. Je me structure. À la retraite, je serais nickel. Bureau informatique, hein. Tout. Ouais, maintenant, c'est rangé, c'est classifié. Ça, le BIM m'a fait du bien pour ça, parce que je viens d'un monde où c'était le fouillis, où les dessinateurs, les calques, les machins. Et là, c'est clair. Tous les soirs, t'as l'impression que je pars en vacances. Donc, ma place est rangée, nickel. Ouais. Si tu étais une invention, ça serait quoi? La pizza. La super invention. Ah ouais, c'est génial. Puis ton meilleur moment de la journée? Oh, il y en a tout plein. Ben, quand je rentre, c'est bien aussi. Enfin, non, il n'y a pas de... Quand je pars je suis content d'aller au travail, je suis content de rentrer le soir. Donc, tous les moments sont des bons moments. Ouais. Et j'essaye de faire ça. Non, c'est bien, tout est positif, même quand c'est difficile. Ouais. Merci Marco pour cette belle discussion et merci d'être venu de nous rencontrer et tonton aussi. Et on profite de dire aussi un merci à MP Berger de Lausanne pour les locaux. Merci à eux. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Merci. Ciao. Merci d'avoir écouté la dernière partie de cette interview avec Marco Marie. On le remercie de cette conversation plus que constructive et on espère que ça t'a plu. Si tu as des conseils, des thèmes ou des personnes que tu aimerais entendre, n'hésite pas à nous le faire savoir. Sur ce, à bientôt.